Merci aussi de m'avoir invité pour présenter une brève synthèse de cet après-midi. Présenter une synthèse d'une dizaine de communications et d'interventions qui ont été faites cet après-midi sur les études québécoises à l'étranger est un défi difficile à relever, puisqu'elle doit se faire dans l'immédiateté, à chaud, sans une distance de réflexion à tête reposée. J'aimerais néanmoins relever ce défi en proposant, à partir et avec les communications présentées, quelques pistes de réflexion synthétiques intégrant les résultats des discussions de cet après-midi. 4 points me semblent importants. Premièrement, le rayonnement mondial de la littérature et de la culture québécoise, une exception culturelle étonnante. Deuxième point, force d'attraction de la littérature et de la culture québécoise à l'étranger. Courant en vogue et nouveaux défis. Troisième point, québéciste de l'intérieur, entre guillemets, et québéciste de l'extérieur, entre guillemets, rapport et réseau. Et le quatrième point, défis et perspectives. Premier point, le rayonnement mondial de la littérature et de la culture québécoise, une exception culturelle étonnante. Le rayonnement mondial de la littérature et de la culture québécoise peut paraître évident pour certains sur le plan international et vu dans une perspective comparatiste, il est pour le moins étonnant, sinon paradoxal. Le Québec est une petite nation, démographiquement parlant, avec moins de 9 millions d'habitants, 3 fois moins que les Pays-Bas, le Sénégal ou la Pologne, mais sa littérature et sa culture exercent un impact beaucoup plus grand comparativement, par exemple à ces 3 pays-là. En témoignent les études québécoises implantées dans de nombreux pays du globe, en témoignent aussi des stars culturelles à rayonnement mondial comme Robert Lepage, Céline Dion ou le Cirque du Soleil. En témoigne aussi le nombre de traductions d'ouvrages littéraires québécois dans d'autres langues comparables à celui d'ouvrages canadiens-anglais et le succès international, certes plus rare, de films québécois à l'étranger. Villeneuve, Dolan, Denis Arcand, etc. Ce rayonnement s'explique certes d'abord par la créativité remarquable de la scène littéraire et culturelle québécoise et de ses multiples facettes, mais aussi par une politique culturelle extrêmement engagée du gouvernement du Québec depuis les années 1960, ainsi que par une diplomatie culturelle, une volonté de faire connaître le Québec, sa littérature et sa culture, sa société également, à l'étranger, portée par les différents gouvernements québécois depuis les années 60, au sein de laquelle l'AUQ a joué un rôle important, majeur, à partir de sa fondation en 1997. Avec des moyens relativement modestes, la diplomatie culturelle québécoise a atteint des objectifs étonnants qui sont reflétés aussi par la vivacité des études québécoises à l'étranger. Et le gouvernement québécois aurait certainement intérêt à maintenir, sinon, si possible, à augmenter, pour reprendre la position aussi de Claude Hauser, sinon d'augmenter le niveau actuel du soutien, puisqu'il est généralement démultiplié, comme les rapports des nombreux centres d'études québécoises dans le monde le montrent, par l'engagement à la fois personnel et financier des partenaires. S'il est vrai, comme l'a signalé Denis Saint-Jacques dans son introduction aux actes du colloque, le rayonnement international de la culture québécoise durant les années 1960, que ce rayonnement a débuté avec le succès des romans de Gabriel Roy et d'Anne Hébert en France dans l'après-guerre, le Québec, et là je le cite, apparaît comme un acteur à part entière sur la scène culturelle internationale. La diplomatie culturelle du Québec et les études québécoises à l'étranger comme un relais institutionnel important, y ont joué un rôle que l'on ne saurait sous-estimer. Deuxième point, force d'attraction de la littérature et de la culture québécoise, courant en vogue et nouveaux défis. Si la littérature et la culture québécoise sont exposées à la concurrence internationale sur un marché mondial de la culture, et si elles ont réussi à
s'y manifester et à s'y imposer avec un certain panache. Là, je cite de nouveau Denis Saint-Jacques qui parle de ce panache de la culture québécoise à l'étranger. Il en est de même pour les études québécoises à l'étranger. Ces études québécoises sont exposées à la concurrence et à la compétition avec d'autres disciplines, de nombreuses d'autres disciplines en lettres et sciences humaines pour attirer des étudiants, des subventions de recherche, des reconnaissances institutionnelles et des postes d'enseignants-chercheurs. Les études québécoises à l'étranger sont souvent associées aux études canadiennes, notamment dans le cadre d'associations comme l'Association allemande d'études canadiennes qui intègre de facto aussi les études québécoises, mais également dans le cadre des institutions d'enseignement et de la recherche universitaire au département d'études françaises ou, comme c'est le cas en Allemagne, au département d'études romanes, la romanistique. Alessandra Ferrero a bien souligné que cette configuration implique qu'en général, les québécistes de l'extérieur, comme je les appelle, de l'extérieur du Québec, consacrent tout au plus un tiers de leurs activités d'enseignement et de recherche au Québec, tandis que vous, les québécistes de l'intérieur, consacrent 100% de leur activité. Donc, on est dans une situation de compétition, entre guillemets, assez asymétrique et inégale, si l'on peut dire, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des résultats quand même. Or, les constellations institutionnelles ont changé, en partie au moins ces 20 dernières années. Les départements de français ont été parfois absorbés, notamment aux États-Unis et aux Pays-Bas, dans des départements de European Languages and Cultures. Ursula Moser a bien rappelé les nouvelles contraintes entraînées par la réforme de Bologne. Elle a très bien mis ça en lumière, même si moi personnellement, je suis un petit peu moins pessimiste qu'elle parce qu'il y a quand même, tout au moins en Allemagne et dans quelques autres pays, des flexibilisations, des moyens d'intégrer des contenus dans un système devenu plus rigide. Et les études francophones auxquelles les études québécoises ont souvent été rattachées, notamment en Europe et aux États-Unis, ont souvent pris l'orientation des post-colonial studies dans lesquelles les études québécoises ne s'intègrent que très partiellement et avec certaines difficultés, même si on pourrait penser, et ce matin, cette présentation du Centre d'études autochtones était très éclairante à ce point de vue-là. Je pense qu'il y a des possibilités d'intégrer ces questionnements-là sur les études autochtones dans les questionnements des études postcoloniales. Mais jusque-là, en général, le Québec est un peu en dehors de cette mouvance très, très en vogue, notamment aux États-Unis, mais aussi en Allemagne et dans d'autres pays, les post-colonial studies. C'est un défi également pour les études québécoises. Si les littératures migrantes et les rares écrivains des Premières Nations écrivant en français ont pu s'intégrer dans ces nouveaux questionnements, des pans entiers de la production littéraire et culturelle québécoise ont beaucoup plus de mal à s'intégrer dans ces nouvelles configurations des 2 dernières décennies que celles des décennies antérieures où les études françaises et francophones avaient une certaine autonomie et où des thématiques comme les minorités culturelles, l'identité culturelle, les rapports entre fiction et histoire ou encore la mémoire collective se trouvaient au centre des préoccupations de recherche et d'enseignement des québécistes aussi à l'étranger. Ceci pour dire qu'il y a des modes ou des vagues sur le plan théorique aussi de ces dernières années qui n'ont pas forcément et peut-être pas du tout avantagé les études québécoises. C'est mon point de vue vu de l'extérieur de l'Allemagne. Une perspective prometteuse sera certainement d'intégrer plus systématiquement les médias et les pratiques de large diffusion dans une perspective à la fois historique
qu'actuelles, comme le film, les séries télévisées, la bande dessinée, le sport, etc., ce qui a été mentionné par Claude Hauser dans sa communication. Troisième point, assez bref, québécistes de l'intérieur, de l'intérieur du Québec, québécistes de l'extérieur, les québécistes du monde entier, à l'extérieur du Québec. Je fais là une distinction qui est assez courante en Allemagne entre Inlandsgermanisten et Auslandsgermanisten, les germanistes de l'intérieur et les germanistes de l'extérieur. Et en Allemagne, on a beaucoup discuté et réfléchi sur les rapports entre les deux communautés. Dans quelle mesure les germanistes de l'extérieur ont quelque chose à apporter aux germanistes de l'intérieur et non seulement les germanistes de l'intérieur aux autres. Ça a été un débat depuis une vingtaine d'années en Allemagne et c'est pour ça que je suis assez sensibilisé à ça. Les tâches de ces deux communautés, les québécistes de québécistes, peuvent paraître semblables et leur distinction un peu artificielle, mais aux québécistes de l'extérieur incombe une tâche de médiation liée à la didactique qui a été mise en lumière par plusieurs communications cet après-midi, une tâche de médiation, de diffusion de savoir sur le Québec. Faire connaître le Québec, sa littérature, sa culture, sa société, son histoire, et également les recherches au Québec y relatives dans d'autres cultures plus ou moins éloignées de la planète. Voilà une tâche première et importante des québécistes de l'extérieur. Les communications de québécistes du monde entier que nous avons entendues donnent d'impressionnants exemples de ce travail de médiation, de diffusion, de promotion. Entre autres, Alessandra Ferrero l'a montré de manière très explicite, mais aussi d'autres communications. Les tournées d'auteurs et d'autrices soutenues par l'AIUQ et les colloques, entre autres de jeunes chercheurs et chercheuses, également soutenus par l'AIUQ, y jouent un rôle important. De même que les centres d'études québécoises, parfois combinés avec des centres d'études canadiennes qui sont soutenus de manière modeste, mais néanmoins importante, par le ministère des Relations internationales du Québec. À travers ces activités de médiation et de diffusion se dessinent des points de focalisation et des zones d'ombre qu'il faudrait mettre en relief aussi dans leur évolution pendant ces 20 ou 30 dernières années. Je peux seulement donner quelques impressions aussi à partir des communications qui ont été données. On peut certainement constater une focalisation nette sur des thématiques et des auteurs et des autrices traitant des problématiques de la migration, du multiculturalisme, de l'interculturalisme, des Premières Nations, de la nordicité aussi, ainsi que des études de genre et portant sur l'intersectionnalité. Des auteurs et des autrices comme Dany Laferrière, Kim Thuy, Catherine Mavrikakis, Georges Sioui, Marie-Céline Agnan, Wajdi Mouawad, Nicolas Dickner paraissent ainsi sur le devant de la scène. Beaucoup d'autres qui sont aussi intensément discutés au Québec même, y compris des classiques comme Gaston Miron, Hubert Aquin, Jacques Poulain, à l'exception de son Volkswagen Blues, qui est largement traduit, mais pas le reste, et le reste n'est pas étudié non plus, ou relativement peu. Des auteurs aussi comme Régent Ducharme, même Michel Tremblay, en dehors des Belles-Sœurs, il est peu étudié, il est peu connu à l'extérieur du Québec, reste largement ou plutôt dans l'ombre de cette médiation transculturelle de la littérature et de la culture québécoise à l'étranger. Les québécistes de l'extérieur ont parfois réussi, comme le montre le livre d'Ursula Moser sur Dany Laferrière ou celui d'Anne Giauffret sur Montréal en images, à percer dans le champ de la recherche au Québec sur la littérature et la culture québécoise, à condition toutefois que leurs travaux soient publiés en français et si possible au Québec.
Si ce n'est pas le cas, s'il y a des travaux à l'extérieur du Québec, ils sont beaucoup moins cités. Il faudrait faire une recherche là-dessus. C'est mon impression que les travaux publiés en Allemagne dans la Zeitschrift für Kanada-Studien ou en Pologne dans la revue, comment elle s'appelle déjà, Romania, je ne sais plus exactement, la revue de Varsovie. Là. Il faudrait faire une recherche là-dessus, mais j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup moins citées dès que ce n'est pas publié, même si c'est en français, mais si ce n'est pas publié au Québec, c'est moins pris en considération. Et si c'est publié en anglais ou encore en allemand ou en italien, en général, c'est presque pas cité ou pas. Il y a peu de comptes rendus et vous n'avez qu'à regarder les manuels de littérature québécoise. Qu'est-ce qu'on cite des québécistes à l'extérieur? Les travaux au Québec, dès que c'est dans d'autres langues, c'est même pas pris en considération. Un travail sur le Québec publié en allemand, même si c'est un travail excellent comme celui de Merz Baumgartner sur le dialogue québécois, que ça a été publié en allemand, n'est pas pris en considération, ou très peu. Deux orientations, et j'aimerais terminer sur ce troisième point avant d'aborder très rapidement le quatrième. Je crois qu'il y a deux orientations qui sont dessinées, qui montrent des apports spécifiques des québécistes de l'extérieur. C'est d'une part les recherches comparatistes. Ça a été souligné à plusieurs reprises dans les communications cet après-midi par Alessandra Ferreira. Ça a été souligné par Nalian Mirkamal, donc des recherches comparatistes qui sont souvent assez surprenantes, comparant des auteurs indiens avec des auteurs québécois, des auteurs africains avec des auteurs québécois, mais qui donnent des perspectives souvent nouvelles. Et d'autre part, l'axe que j'appellerais les recherches sur les transferts et les circulations, c'est-à-dire transfert, traduction, circulations interculturelles entre le Québec et sa littérature et sa culture et d'autres continents, d'autres cultures. C'est ce que j'ai moi-même pratiqué dans différentes publications, entre autres sur Edmond de Nevers et ses lettres de Berlin et d'autres villes d'Europe. Mais il y a il y a pas mal de travaux dans cette perspective des transferts, des circulations et des traductions. Ça a été mentionné aussi par Alessandra Ferrero. Dernier point, défis, problèmes et perspectives. Et là, j'aimerais mentionner très rapidement 5 points. Premièrement, un point qui a été beaucoup discuté cet après-midi, c'est la relation entre discipline et études d'aires culturelles et études d'aires régionales, comme ça a été les Area Studies. Je dirais d'abord que les études québécoises se sont fortement développées là, en Europe et ailleurs, où elles sont intégrées dans des études régionalistes, dans des Area Studies. C'est certainement une perspective qui a un peu reculé ces derniers temps. Ça a été souligné par différentes communications cet après-midi. Alessandro Ferrero a dit qu'il faut prendre des distances par rapport aux études régionales, favoriser les rapports disciplinaires. Il a été souligné, et je crois que c'est un point important, des communications de cet après-midi. Oui, il y a une minute, mais j'en ai peut-être besoin de 3 minutes. Ça a été fortement souligné, c'est-à-dire cette importance de considérer les recherches au Québec, les recherches faites au Québec dans un certain nombre de laboratoires et de centres de recherche comme des recherches d'excellence, comme des laboratoires qui peuvent être intéressant non seulement pour les gens qui ont le label études québécoises, mais ça peut être intéressant pour toutes sortes de disciplines, linguistique, études sur le multiculturalisme. Je pense à notre école doctorale sur la diversité, qui n'est pas une école doctorale axée sur les études québécoises, mais qui considère le Québec comme un laboratoire de discussion
autour de l'intégration du multiculturalisme et de l'interculturalisme. Deuxième point, très rapidement, les rapports entre études canadiennes et québécoises, ça a été un petit peu abordé, notamment par Alessandra Ferrero. Il me semble qu'il y a toujours deux solitudes, en quelque sorte, sur le plan international, toujours une sorte de scission, même s'il y a beaucoup de rapports entre études canadiennes et études québécoises, qui fonctionnent souvent en parallèle, comme ça a été dit, souvent aux dépens du français. Dans chaque configuration canado-québécoise, il faut se battre pour le français, pour que le français se maintienne et soit pas complètement englouti par des communications en anglais. Moi, j'en ai fait l'expérience à l'Association d'études canadiennes en Allemagne. Troisième point, c'est la perte de l'importance du français et son impact sur les études québécoises. Bon, beaucoup de points ont été mentionnés par Nathalie Vatten, par Elsa Guyot et d'autres, qui ont donné des pistes comment contrecarrer cette perte de l'importance du français et comment renforcer les études québécoises malgré ce recul du français, promouvoir des co-tutelles, promouvoir des projets de coopération internationaux, promouvoir des doubles diplômes, promouvoir la relève des jeunes chercheurs et chercheuses, intégrer des universités du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne ont été quelques-unes des propositions faites. Quatrième et avant-dernier point, la diffusion et la promotion de connaissances sur le Québec. Je crois qu'il a été clairement souligné, au moins surtout par Francis Langevin, par Nathalie Vatten et par Nalian Mirakamal, excusez-moi, l'importance des traductions d'ouvrages québécois à l'étranger, d'ouvrages aussi d'essais, de recherche, etc., pour la diffusion à l'égard d'un plus large public des études québécoises. En Allemagne, c'est également très important et la foire du livre de Francfort a donné un certain essor à cette politique de traduction. Le dernier point, et je terminerai là-dessus, c'est le virtuel et le présentiel. Ce sont des points qui ont été soulignés par Claude Hauser, par Alessandro Ferrero, par Monsieur Larue également. Il y a deux volets à ce point-là. D'une part, il est certainement souhaitable d'ouvrir le plus possible les publications sur le net à tout le monde à travers un open access, mais évidemment, ça pose des problèmes que nous connaissons tous de coût de la production et de la diffusion quelqu'un paye. Si ce n'est pas le client, c'est le producteur et nous savons tous que les éditeurs demandent souvent des sommes beaucoup plus importantes pour la diffusion open access que pour la diffusion par l'imprimé. Donc là, il y a certainement des défis qu'il faudrait discuter, par exemple une collaboration plus étroite avec BANQ qui a été entamée par la UQ, éventuellement avec d'autres bibliothèques au Québec, McGill par exemple, ou l'Université de Montréal, qui elles ont accès à des banques de données et des revues sur Internet qui ne sont pas accessibles parce qu'on n'est pas inscrit ni à BNQ, ni à l'Université de Montréal, par exemple. Mais ces institutions-là ont accès par abonnement. Donc, ce serait une possibilité de permettre plus qu'avant Open Access. Dernier point, et c'est un point aussi un peu personnel, mais ça a été un peu abordé, c'est la valorisation du présentiel. Là, c'est un des premiers colloques que je vis en présentiel après cette pandémie. Et je crois qu'il faudrait, par rapport au virtuel, souligner aussi l'importance du présentiel à travers des séminaires, des colloques, des tournées d'auteurs, des tournées aussi de metteurs en scène qui peuvent pas être remplacés entièrement ou même partiellement par le virtuel. Je crois que ça, c'est un point très important et je pense toujours en soulignant l'importance de l'objet en présence
ou de l'auteur en présence aux fameuses réflexions de Walter Benjamin, déjà il y a ou à peu près une centaine d'années, sur la valorisation de l'aura des biens culturels vus en présentiel. Voilà, je terminerai là-dessus.